Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est ensemble pendant une demi-heure pour parler de la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Extra School, devinez quoi ? Eh bien, on va au musée. Voici le sommaire. Gros plan sur les enfants conférenciers. Une démarche originale où quand les élèves jouent les guides au musée. Le concept fête ses 10 ans. Le succès ne se dément pas, vous le verrez. Mathilde Vessel se sort sa loupe dans un instant. La culture, meilleure des pédagogies. On se posera la question. Quelle est l'importance de ces dispositifs croisés? Et puis peut-on ramener les élèves, mais aussi des parents, justement, à la culture? Enfin, quelle place pour la culture dans nos écoles? La culture doit-elle jouer des coudes à l'heure du smartphone, des jeux vidéo et autres réseaux sociaux? Le gouvernement sait-il véritablement emparer de ce sujet? Et puis on ira à la rencontre d'un petit génie, un crack de la peinture. Il n'a que 9 ans et Mathilde Vessels nous en dira plus. On est avec Lucie Manin, bonjour. Bonjour Patrice. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes à la direction du développement culturel et responsable du secteur éducatif. Et Christophe Blanc, bonjour. Bonjour Patrice. C'est un peu le papa de ces enfants conférenciers. Exactement, c'est ça. C'est magnifique. On en parle tout de suite avec Mathilde. Salut Mathilde. Salut, ça va? Ça va très bien, vous? Ça va super. Jusqu'ici, tout va bien. Les enfants conférenciers, expliquez-nous un petit peu ce concept magnifique. Oui, c'est un concept qui a été mis en place en 2012 par Christophe Blanc, qui est avec nous sur ce plateau. On en parlera tout à l'heure. Alors, au départ de ce projet, un partenariat avec le Musée des Arts et Métiers à Paris. Le principe, il est simple. Ce sont des enfants qui sont les guides des musées pour les plus grands ou pour des enfants de leur âge ou même pour des plus jeunes. C'est-à-dire que ce sont ces enfants qui vont faire la visite? Exactement. Vous avez les élèves, par exemple, d'une classe A qui viennent étudier en amont plusieurs objets du musée, une dizaine en général. Ils reviennent ensuite 2 mois plus tard, le temps évidemment de préparer cette visite. Habituellement en position d'écoute, les élèves se retrouvent acteurs de cette visite. Ils guident d'autres élèves qui n'ont pas forcément leur âge. Et c'est ça justement qui est intéressant, je trouve, dans ce projet. Et par des petits groupes, donc les élèves se mettent dans la peau de conférenciers pour faire découvrir plusieurs œuvres. Et pendant ce temps, les profs, ils se croisent les doigts ou... Alors, un petit peu. Vous allez voir, l'intérêt, c'est surtout que les élèves, évidemment, transmettent à d'autres élèves. Donc, les professeurs accompagnent, certes, mais restent en observateur. Si vous voulez, ils n'interviennent pas forcément. Quel est l'intérêt pédagogique? Comme je vous le disais, l'intérêt est que ce soit les élèves qui retranscrivent leurs connaissances à d'autres enfants. C'est vrai, l'apprentissage n'est pas le même lorsque vous avez un enfant de 10 ans et que vous avez en face de vous un élève du même âge ou même un peu plus âgé qui explique avec ses mots l'œuvre, l'art, etc. C'est beaucoup plus pédagogique. L'intérêt aussi, c'est de responsabiliser les élèves et de les mettre dans la peau d'un guide, d'un conférencier. Ils s'emparent évidemment de l'œuvre pour l'expliquer à d'autres. C'est une façon de les imprégner et de les sensibiliser à l'art et ce, dès leur plus jeune âge. Et ce qui est drôle, c'est qu'on peut voir des enfants de CE1 au musée, par exemple, des arts décoratifs, guider des étudiants en formation d'éducateurs de jeunes enfants qui eux-mêmes vont ensuite prendre en charge des enfants de petites sections de maternelle. Donc tous les âges un peu se mélangent, c'est ça l'intérêt. Ça a l'air super ludique, on va en parler dans un instant avec Christophe Blanc, mais il doit avoir quand même pas mal de pression. Comment se passe la préparation? Alors vous avez les responsables pédagogiques des musées partenaires en collaboration avec les 2 conseillers pédagogiques qui reçoivent donc les enseignants participants. Ils reçoivent une formation de 2 heures devant les objets préchoisis ensemble dans la collection du musée. Une première visite est donc organisée et prise en charge par les conseillers pédagogiques. Puis chaque classe effectue les visites gracieusement. Un franc succès et une pléiade de partenaires, j'imagine. Et oui, des musées de la région parisienne. C'est des maisons aussi, après tout. Oui, aussi. En 2018, on comptait 10 musées, dont le Petit Palais, le musée Rodin et même le Château de Versailles ou encore le Muséum national d'histoire naturelle, l'Université aussi Paris-Descartes. Et il faut savoir qu'il s'agit d'un projet qui s'intègre dans le dispositif du projet éducation artistique et culturelle mis en place le 9 mai 2013 dans le cadre de la priorité gouvernementale de développer une culture commune de la maternelle au lycée. C'est important. Et en fin d'année, on fait la fête? Alors, à peu près, oui, puisque une exposition avec la restitution des travaux à la mairie du 15e à Paris est organisée et qui rend compte évidemment du dispositif et des productions des élèves. On creuse tout ça avec nos invités, c'est l'heure de l'expression orale. Et on est avec Lucie Manin, je vous rappelle, et Christophe Blanc, qui est à l'origine de ce dispositif des enfants conférenciers. Félicitations. Merci. Tout d'abord, cette très très belle initiative, ce concept magnifique, concept simple, ô combien efficace, ludique, pédagogique. Comment vous est venue cette idée? Comment m'est venue cette idée? Ça remonte un petit peu, je sais, mais... Oui, ça date un peu. C'est un dispositif qui vient de la classe, en fin de compte. Voilà. C'est un projet comme beaucoup d'enseignants en ont dans leur propre classe. Et donc, parmi cette foultitude de projets, celui-ci, et qui s'est concrétisé très rapidement par... Mais vous êtes parti de quel constat?
parti d'un constat, disons plutôt d'une envie d'avoir des pratiques très coopératives en classe, avec des enfants qui s'investissent et qui sont contents de venir à l'école. Vous savez, on parle beaucoup de sentiment d'efficacité de soi. Dans les théories un petit peu psychologiques qui se sont développées dans l'affiliation des travaux de cette fin de siècle. Et donc, en fait, c'est question de à quel moment on se sent compétent pour faire quelque chose. Et donc, si vous voulez, on s'aperçoit que dans cette façon de faire, on apprend des choses, mais la manière dont on les apprend compte pour une partie absolument non négligeable dans les acquisitions scolaires des enfants. Donc voilà d'où vient cette idée-là. Alors ça peut se faire avec les musées, c'est ce que l'on a commencé à faire. Et puis de fil en aiguille, de dispositifs d'un coin de table et d'une arrière-classe avec un collègue un peu envieux de faire ça, s'est transformé et maintenant on a plus de 3000 élèves. Un peu envieux, un peu fou. Moi je suis toujours fasciné parce que c'est vrai qu'on reçoit de bon nombre de personnes qui ont des super idées sur le papier. Ce qui m'intéresse moi aussi c'est comment vous avez mis tout ça en musique. Parce que sur le papier, sur un coin de table, effectivement, on se dit tiens ça peut marcher, mais à quel moment on se dit tiens on y va? Et surtout les gens que vous avez rencontrés, comment ils ont été emballés? Alors ça c'est beaucoup de travail, ça c'est vrai. Peut-être une des meilleures façons d'y être parvenu, c'est d'avoir quitté moi-même la classe pour être devenu formateur d'enseignants et conseiller pédagogique. Et puis, dans ce cas-là, d'essayer de faire vivre un peu cette vision de l'enseignement avec des enseignants qui l'ont reçu et puis qui s'y sont mis, etc. Et le dispositif a cru. Et donc, on se retrouve avec cette année, il y a 15 parcours. Avec 15 parcours. 15 musées différents, et donc ça fait quand même une grande variété, disons, et le château de Versailles a rejoint le dispositif il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui, merci Lucie d'avoir... Avec une grande chance que nous, le lundi, en fait, on accueille les enfants conférenciers le lundi. Et le lundi, on est fermé à tous les publics, sauf au public scolaire et au public prioritaire de l'établissement. Et donc, on a pu construire à ce moment-là avec Christophe. Christophe, au début, nous demandait, en disant, là, on voudrait un parcours, mais dans un espace... il avait pensé à Trianon, qui est moins fréquenté, des espaces. Et Elia, qui est la chef de projet, qui suit ce projet avec brio et efficacité, lui a dit, non, mais on va faire les grands appartements. Wow. On va faire la Galerie des Glaces, on va faire la Chambre du Roi, on va faire les grands appartements, et ça va être super. Et c'est super. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Tout. Le côté coopératif, le côté renouvellement de la médiation. Nous, ça fait aussi partie de réflexions qu'on mène pour sortir du cadre de la visite guidée où finalement le conférencier transmet purement et simplement un contenu et aller vers des choses où on a une appropriation du patrimoine, une appropriation de la connaissance. On parle bien de ce qu'on aime. Et finalement, laisser les enfants pouvoir s'approprier une œuvre et pouvoir la transmettre derrière, je suis intimement persuadée qu'ils en garderont bien plus de connaissances, bien plus de souvenirs et bien plus d'émotions qu'une visite, même si une visite de Versailles reste toujours merveilleuse et émotionnante. Bien évidemment, pour un bon nombre d'élèves, c'est leur premier contact avec le monde de la culture. Il y a une certaine appréhension? Pas forcément? Des élèves? Moi, je trouve pas. Non. Je ne trouve sincèrement pas. Je trouve qu'ils sont même beaucoup moins stressés que certains médiateurs qui commencent le métier. Beaucoup plus inventifs que d'autres aussi. Et ils sont... non, je trouve pas du tout. Et puis bon, ils sont tout seuls. Ils sont vraiment tout seuls dans les grands appartements. Alors, ça, c'est dans le cadre favorable où les annulations et le Covid ne perturbent pas les déroulements de classe. Mais on le voit, ils sont même venus... on a été obligé de faire certaines visites en dehors. Jeudi, c'était pas du tout un lundi, donc il y avait du public. Et non, ils sont excités, ils sont enthousiastes. Et ça fonctionne extrêmement bien. C'est formidable comme opération. Vous avez des classes qui viennent de toutes les villes, de tous les horizons, de toute strate sociale, si je puis dire. De la ville, comme des champs? Absolument. Il y a de tout? Il y a des classes d'enfants scolarisés de la petite section de maternelle jusqu'aux les premières années des cycles universitaires, en passant vraiment par toutes les strates, école maternelle, école élémentaire, collège, lycée professionnel, des élèves qui sont scolarisés en éducation prioritaire ou pas, des élèves scolarisés dans des unités d'inclusion pour des enfants en situation de handicap, d'autres pour des enfants allophones. Et puis, plusieurs classes de lycée français qui participent, donc ce qui pose la question de la visio. Et cette question, on se l'est posée donc, il y a bien longtemps. Ça fonctionne très bien.
On l'a eu d'abord parce qu'un musée était fermé, et donc le musée de la Poste, ça s'y prête assez bien de faire des communications par courrier. On a eu la vague des attentats, là on a eu la vague de Covid, et donc on s'est adapté à chaque fois. Et malgré ces deux situations, le dispositif perdure. La culture met tout le monde sur un pied d'égalité? Pas forcément. Pas de prime abord, je dirais. Non. Pas forcément, surtout dans des établissements qui peuvent être assez impressionnants, parce qu'aussi en France, on a quand même un côté culture légitime, on ne dit pas culture illégitime, mais de culture légitime. Non, je pense que de prime abord, non. Mais par contre, une fois qu'on a déconstruit et qu'on est sorti du côté qu'il faut nécessairement avoir un doctorat en histoire pour apprécier un tableau, et qu'on est revenu sur l'émotion, sur la sensation de beau, sur juste des concepts très simples, oui. C'est un gros travail de déconstruction? C'est un gros travail d'accessibilité. Mathilde. De rendre accessible. Est-ce que vous pensez, mais je pense que la réponse elle est toute trouvée, mais en vous écoutant, j'ai vraiment l'impression que vous êtes des vecteurs pour faire aimer l'art aux enfants et pour surtout rendre accessible l'art aux enfants. Parce qu'il y a plein d'enfants aujourd'hui qui ne vont pas au musée parce que, voilà, pour des raisons familiales, culturelles, etc. Et c'est important, en tout cas, le rôle que vous avez aujourd'hui. Oui, de manière générale, oui. En fait, moi, l'essence de mon métier, c'est de transmettre, comme finalement un enseignant, mais nous, on transmet uniquement sur l'art, mais sur l'histoire aussi, sur le beau, et finalement de déconstruire et de revenir à des choses assez simples sur qu'est-ce qu'on éprouve devant un tableau, et donc qu'est-ce qu'on a voulu dire. Ça fonctionne très bien, et de faire comprendre aussi aux visiteurs, aux gens qui visitent, que ce soit les élèves ou même de façon plus large, qu'en fait ça leur appartient aussi. C'est un bout de leur histoire, ça leur appartient, et donc ils sont tout à fait légitimes, et c'est tout l'enjeu sur Enfants Conférenciers d'en parler. Qu'on comprenne bien, comment cette démarche, est-ce que ça doit venir du directeur d'établissement? Est-ce que ça doit venir d'un professeur, le professeur d'une classe? Alors Enfants Conférenciers finit par fonctionner comme une association. Et donc, les enseignants s'inscrivent... En général, ce sont les enseignants, c'est ça? C'est ça. Je voulais juste ajouter peut-être à votre question, parce que vous aviez une entrée par l'art, et moi, je l'élargis un peu au concept de culture, puisqu'on a des musées qui ne sont pas que des musées d'art, justement. Vous avez raison, et ça pose cette question de culture populaire, qui est un vrai sujet. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'accueille des enfants qui sont dans les centres de loisirs aussi, avec beaucoup de centres de loisirs de la ville ici, les Moulineaux. Donc, il y a vraiment cette question de démocratisation culturelle qui est un enjeu très fort pour nous. Et donc, en fait, la question, c'est comment on s'approprie la culture. Et puis, ça rentre dans cette grande perspective. C'est la culture qui donne forme à l'esprit. C'est une grande formule de Jérôme Brunner. Voilà, c'est vraiment ce vers quoi on tend. Et il y a à travers aussi l'apprentissage des contenus, eh bien, l'apprentissage des relations, en particulier des relations sociales. Et puis il y a une côté désacralisation aussi du lieu culturel, où, à force de le fréquenter, ça devient vraiment un petit peu leur maison. Nous, les élèves qui fréquentent le château de Versailles le lundi, on sait que quand ils en ressortent, au-delà des étoiles dans les yeux, ils ont vraiment eu le sentiment d'être chez eux. Et il y a une fierté incommensurable à transmettre, un bout d'histoire sur lequel ils ont travaillé. Et de pouvoir le faire face aux œuvres, de pouvoir le faire dans l'espace, donne une dimension extrêmement intéressante. Quelle est la plus-value, la valeur pédagogique dans le fait de transmettre, justement, Christophe, pour ces jeunes? Je vous le disais tout à l'heure, il y a cette question de sentiment d'efficacité personnelle qui est vraiment quelque chose de très important. Les enfants éprouvent un plaisir vraiment énorme. C'est une première chose. Une deuxième chose, on l'a constaté fortement, c'est des situations de raccrochage scolaire d'élèves qui avaient, en particulier au collège, un petit peu décroché dans certaines disciplines. Je pense à ce cas d'une élève scolarisée en 4e au collège Buffon, qui avait un peu décroché en SVT. Et qui, guidée par sa professeure de SVT pour aller faire une médiation à la galerie de l'évolution, pour des petites sections, s'est donc trouvée complètement prise au jeu. Et au final, la professeure était vraiment époustouflée et dire mais c'est incroyable, cet élève a absolument raccroché, elle le dit elle-même, retrouvé, voilà. Donc il y a cette dimension-là. Et puis bien sûr, après, une question d'appropriation, parce que entre le moment où les enfants viennent pour être visiteurs et le moment où ils reviennent pour être conférenciers, il s'est écoulé 7 semaines. Donc ni trop peu ni trop long. Et donc en fait les enfants s'approprient des contenus, s'approprient aussi des façons de réfléchir à la façon de les transmettre. Donc voilà, cet apprentissage, il est très plurif. Il y a des dynamiques de groupe qui se mettent en place? Absolument.
Voilà. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant, c'est qu'au moment même où les enfants sont en situation de conférence, on va dire, il y a deux types d'interactions qui jouent. Une première avec les visiteurs, à qui il faut transmettre quelque chose d'une manière ou d'une autre, et aussi à l'intérieur du petit groupe de conférenciers, parce qu'on voit bien que les enfants se soufflent, s'aident, s'épaulent. On ne peut pas tout dire, qui prend la parole quand, et donc ils s'organisent sur place. Ça, c'est vraiment fascinant. Simona, vous voulez rebondir là-dessus ? Oh non, je rejoins tout à fait Christophe là-dessus. Je repensais la dernière fois, le dernier lundi, on avait une élève aussi qui n'osait pas prendre la parole et qui, en fait, dans le cadre de l'événement, c'était à elle de parler et l'enseignante nous disait mais elle s'est complètement épanouie. C'est pas la même pression, c'est pas le même cadre. Le fait de sortir du cadre de l'école, d'être dans les institutions culturelles, je pense, apporte aussi beaucoup. Quel rapport des jeunes justement entretiennent quel rapport entretiennent les jeunes avec la culture à l'heure où bien sûr on dit que c'est l'heure du numérique, il y a les smartphones, il y a les jeux vidéo et bien sûr l'omniprésence, l'omnipotence, si je puis dire, des réseaux sociaux. Comment vous le ressentez vous sur le terrain ? On est en pleine réflexion nous en ce moment sur les offres autour du pass culture. Avec sa déclinaison scolaire, on se rend compte qui a été élargie récemment. Oui. On se rend compte que les élèves, les jeunes en tout cas de manière générale, ont des envies encore assez classiques. Finalement, de découverte des établissements. Ils sont souvent sur des visites guidées et tout l'enjeu est de leur proposer autre chose. Moi, je discutais avec des stagiaires de 3e qu'on a accueillis au château il n'y a pas longtemps, en leur disant de quoi vous rêveriez au château de Versailles. Alors, la reconstitution historique est quelque chose d'indéniable. Le costume, ça, il n'y a pas de souci. La fête, le divertissement. Le banquier. Mais au-delà de ça, finalement, leur proposer de travailler autour des réseaux sociaux, de travailler avec des youtubeurs célèbres, des choses comme ça les intéresse pas plus que ça. Il faudrait que le propos soit... Et c'est ce que je trouve assez fascinant, c'est que mettre un youtubeur qui ferait une visite... Bon, oui, mais si le propos est travaillé, s'il y a un échange, s'il y a vraiment du fond, et je trouve que leur attachement au fond est plutôt bon signe, en fait. Christophe, justement, les réseaux sociaux, ça peut être un frein ou ça peut booster la culture ? Je vais peut-être répondre en empruntant un chemin détourné pour vous dire qu'au Petit Palais, on a un parcours qui s'appelle Portrait et figure et qui parle de la représentation de soi. Et donc, on trouve ça très intéressant d'amener les jeunes, justement, à venir avec leur téléphone portable et à prendre une photo d'eux. Et donc, c'est cette question de comment se mettre en scène. On voit bien que ça évolue tout au long de l'histoire de l'art. Et puis, plus largement, c'est aussi de se dire, mais qu'est-ce qu'on vient faire dans ce lieu ? Voir ces œuvres qui sont anciennes, qui sont datées, qui sont poussiéreuses. Un musée, c'est pas un grenier. Et donc, on les emmène à se poser la question de ce que c'est que le patrimoine, quoi. Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui ? Comment ça résonne aujourd'hui ? Comment, quand on regarde, par exemple, une nature morte, avec des thématiques autour de la chasse, comment ça interpelle notre rapport à l'animal en particulier, puisque c'est des thèmes très actuels sur l'éducation, vous voyez. Donc ça nous amène très loin. Alors je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, j'en ai un peu conscience, mais c'est cette idée C'est un peu détourné, c'est pas grave, on veut pas. Vous avez pas mal de choses qui sont faites pendant le confinement. Nous, on avait participé notamment à refaire les portraits. Et des challenges sur les réseaux sociaux où vous refaisiez les portraits, vous posiez de la même façon que sur les portraits. On a une visite qui s'appelle Génération Portrait, où un petit peu comme celle du Petit Palais, on part finalement de l'art du portrait jusqu'à l'art du selfie. Et en fait, ça peut, je pense, être autre chose. On a des réseaux sociaux assez dynamiques où on peut faire des quiz, on peut faire pas mal de choses. Ça peut être un nouveau biais d'entrée. Et dans la découverte du monument, après, ça ne remplace pas le rapport aux œuvres. Mathilde ? Est-ce que vous créez des vocations à travers ce projet ? Est-ce qu'il y a des enfants ou des adultes, enfin des jeunes adultes ou des ados qui vous disent moi j'ai envie d'être guide, j'ai envie de travailler dans l'art, d'être peut-être pourquoi pas artiste est-ce que vous créez vraiment des vocations avec ça ? C'est difficile de répondre à cette question, mais néanmoins, je peux vous certifier que d'anciens élèves qui ont démarré donc, dans ma propre classe ce dispositif-là, donc ça fait déjà quelques années, sont actuellement en dernière année de l'école du Louvre pour devenir conservateur du patrimoine. Donc il y a eu une petite influence. Alors, quand même. Il s'en est une, mais je sais qu'il y en a d'autres. Et alors dire que ça vient de soi, ça c'est complètement impossible, mais on peut imaginer avoir donné... chez Lucie Manin. Certains en ont parlé là. Voilà. Effectivement, oui, dans votre ouvrage, vous pouvez nous en parler peut-être un petit peu plus, un ouvrage collaboratif, effectivement. Voilà, c'est donc Enfants conférenciers, c'est aux éditions Duno.
Absolument, est paru l'année dernière. Et c'est un ouvrage collaboratif dans le sens où on s'est arrêté, 10 ans après la naissance du dispositif, pour se dire qu'est-ce qui fait que chaque année, plus de 3000 élèves participent avec leurs 150 professeurs. On l'a dit tout à l'heure, avec cette grande diversité de niveaux, que ce soit même hors éducation, éducation nationale, puisqu'il y a des enfants d'accueil de loisirs. Qu'est-ce qui fait, en fait, quel est le ciment de tout ça? Et donc, on a construit un ouvrage en 3 parties. Une partie où on questionne un peu cette communauté éducative. C'est vraiment cette notion de communauté d'apprenants. Une deuxième partie où on est allé questionner les musées. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, musées, de recevoir des enfants conférenciers, en particulier du point de vue de la médiation culturelle, qui est un peu la dernière roue du carrosse, l'élément qui est arrivé en dernier dans les musées. Donc, ça a été conquis de haute lutte. Et maintenant, il faudrait le déléguer aux enfants. Donc, voilà. Et puis, on y présente la richesse des parcours qu'on propose. Et puis, la dernière partie est une partie un peu recherche, où, avec 12 collègues chercheurs, depuis nos champs de recherche, on questionne un peu ce dispositif. Ça va de la sociologie à la formation. Voilà. Et donc, une belle œuvre collective, un peu à l'image du dispositif, très coopérative. L'info en plus avec Mathilde. Alors, on ne sait pas s'il a été Peut-être. élève conférence, on ne sait pas. Mais Mathilde, vous allez nous parler d'un prodige de la peinture. Il a 9 ans, c'est ça? Ah non, mais il est incroyable. Vous allez halluciner, je suis sûre. Il s'appelle Michael Ackar. Il a 9 ans, il est originaire d'Allemagne. Et alors lui, il est surnommé Mini Picasso. Ça ne met pas la pression, déjà, vous avez compris. Alors tout commence lorsque son père lui offre pour son anniversaire, pour ses 4 ans, une toile et des pinceaux. Et là, c'est la révélation. Vous le voyez à l'écran. J'adore son style, déjà, tu sens. Ouais, il a un petit style sympa. Vous voyez, non mais vraiment, c'est incroyable. Et il fait des trucs absolument dingues. Il adore la peinture abstraite. Et sa technique, c'est porter des gants de boxe de son père, appliquer des jets de peinture sur la toile. Et les toiles connaissent un énorme succès sur Instagram. C'est ça que les réseaux sociaux servent aussi à ça. Surtout aujourd'hui, le succès est tel que le père arrête de travailler quand même pour s'occuper de la carrière de son fils. Et il a vendu des œuvres à plus de 10 000 €. Donc il est coté limite dans l'art, parce qu'on sait que c'est un peu difficile, mais il est coté à seulement 9 ans. Le petit garçon, en tout cas, ne veut pas devenir peintre. Lui, il va être footballeur. C'est vraiment son kiff, c'est le foot. Donc Ah oui, d'accord. voilà, une passion commune avec Il aura le choix, c'est bien. En attendant, il expose quand même ses toiles un peu partout en Europe, dont Paris, il y a quelques années. Voilà, il a exposé ici. Vous avez des petits prodiges qui arrivent comme ça du côté de Versailles ou pas? Pas forcément en peinture abstraite. D'accord. Mais d'autres? Probablement. Des musiciens? Des musiciens, des danseurs. Ah, des danseurs. Quel type de danseurs? Danse baroque, hip-hop. On peut faire des liens entre danse baroque et hip-hop, puisque le hip-hop rentre au JO en 2024. Oui, j'ai vu ça. Voilà. C'est une très bonne idée. Alors, je sais que c'est toujours une question délicate, mais vous avez l'impression que les autorités en font assez justement pour promouvoir la culture aujourd'hui? Qui se lance? Quel axe de progression, en tout cas? Comment on peut vous aider? Vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a le parcours éducatif, artistique et culturel qui a été mis en place depuis 2013 et qui est vraiment un outil très intéressant qui permet de justifier en quelque sorte le fait que la culture, c'est pas un supplément d'âme, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il se développe de la maternelle au lycée, ce qui donne quand même une grande visibilité. Voilà, ensuite, c'est complexe de mettre en œuvre ces aspects-là dans le champ scolaire. La culture, c'est cool, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de dépoussiérer son image aujourd'hui? Je pense que ça dépend de l'établissement dans lequel vous travaillez. Je ne sais pas si dépoussiérer est forcément le bon mot. En tout pour cas, vous provoquer un peu. C'est juste. Ça a marché. En tout cas, on a besoin de la remettre au cœur. On a besoin de se rappeler qu'elle appartient à tout le monde aussi, qu'elle fait partie d'un héritage commun et qu'elle soude, et qu'elle a un véritable ciment. Et que partager des références communes ne veut pas forcément dire renier un autre héritage, qu'on peut en avoir plusieurs en même temps, mais qu'elle est constitutive en fait d'une identité. Christophe? Je suis assez d'accord. C'est comprendre le monde d'aujourd'hui grâce à l'éclairage des anciens. Enfin, c'est vraiment cette question du patrimoine et de la transmission. Finalement, c'est un peu le cœur de l'école. C'est cette question de la transmission, quoi. Mais vous participez justement avec votre initiative à mettre en valeur tout le patrimoine français et toute cette culture. Est-ce que d'ailleurs ce concept, il peut s'exporter? Bien, ce concept, bien sûr, s'exporter. Il est très simple, il est très facile. Finalement, tout le monde le comprend très bien. Ce que l'on voit moins, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que là, il y a beaucoup de travail pour parvenir à ça. On a eu une tentative qui n'est pas allée au bout d'exportation de ce dispositif dans un grand musée, notre grand musée mondial. Voilà. Mais c'est la preuve que ça intéresse au-delà de nos frontières. Absolument, absolument. Et
probablement dans d'autres pays, on a déjà inventé des médiations, des systèmes de médiation qui permettent aux enfants d'entrer dans les musées très facilement. Les musées des pays nordiques sont quand même un peu plus en avance que nous sur cette question-là. On avait parlé dans une Mais aussi, on peut penser au kindergarten, au musée du château de Schönbrunn, là, où les enfants peuvent se costumer, voilà. Et ça, c'est un vrai sujet parce que c'est la question de savoir quelle est la place, par exemple, de ce type de visite. Donc, il y a des nouvelles formes de médiation à inventer pour les musées, celles que l'on a modestement apportées avec Enfants conférenciers, c'est d'y placer des enfants et qui se font passeurs de culture entre pairs. Et on s'aperçoit qu'en fait, à travers leurs mots, à travers ce qu'ils s'y disent, ça participe de cette grande transmission à laquelle les enseignants prennent part. Lucie Malin. Oui, ça s'inscrit de manière plus globale, je peux dire, dans un mouvement d'évolution de la médiation culturelle, ce que je disais, où on sort un petit peu du discours très descendant, très scolastique, où le conférencier va diffuser un savoir, et de plus en plus on rentre dans quelque chose où le public est plus au cœur, il est plus interactif. Nous, c'est vraiment au cœur des réflexions de nos médiations. Là, on est en train de réfléchir à des visites dont vous êtes le héros, dont vous allez pouvoir, en fait, en fonction des choix du public, changer les visites, mais ça fait un petit peu en écho aussi au spectacle de théâtre immersif et interactif, où le visiteur, le public, est vraiment plus au cœur du dispositif de médiation. Non, mais c'est vrai que moi, je le déplore, mais quand moi-même j'étais enfant, ou je vois les enfants autour de moi aujourd'hui, ça les saoule d'aller au musée. Mais c'est vrai, parce que voilà, il y a un côté... Non, mais je le déplore, parce que moi, j'adore le musée, j'adore l'art et tout. Et c'est vrai que moi, enfant... C'est pour ça que je parlais de dépoussiérer tout à l'heure, parce que moi, mes oui, mais c'est musée, vrai. ça fait un temps que je suis pas allé, je vous le disais tout à l'heure en antenne, effectivement, mais c'est des images qui sont vraiment ancrées, et pas seulement du Louvre, franchement. Et c'est pour ça que c'est important de les mettre au cœur aussi de ces visites-là, notamment vous parliez de costumer les enfants et tout, et ça c'est une super idée effectivement pour les mettre au cœur vraiment de ces visites-là, quoi. Je crois que ce qui est important, c'est de créer des expériences et de créer des souvenirs. Et c'est ce qui marche bien plus. On sait, nous on le sait, dans une visite, on retient peut-être 25% du discours qui va vous être donné, puisqu'il y en a tellement, c'est compliqué. C'est 1h30 de concentration très, très précise. C'est beaucoup d'informations. C'est énormément d'informations. En revanche, on va retenir avoir passé un bon moment, on va retenir un souvenir, on va retenir une émotion qui va se loger dans un autre espace de notre cerveau, et ça donnera envie de revenir plus tard. Bien sûr. Je sens qu'il y a une fiesta qui s'organise du côté de Versailles dans pas longtemps, là. On a des bons contacts avec Lucie Malin, je pense qu'on va organiser ça. On va prévenir tous les parents qui regardent School TV, effectivement. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui. Je rappelle votre ouvrage, Christophe Blanc, qui a été coécrit donc notamment avec François-Xavier Bernard. Il y a aussi beaucoup d'autres chercheurs. Vous parlez d'une douzaine de chercheurs, effectivement. Enfants conférenciers, c'est aux éditions Duno. Et puis Lucie Malin, je rappelle que vous êtes à la direction du développement culturel, du service des programmes culturels et scolaires et du secteur éducatif. Un grand merci à tous les deux. Merci. Mathilde, on se retrouve demain. Ouais, avec plaisir. Excellente journée en notre compagnie sur School TV. L'ensemble de nos émissions sont à retrouver, je vous le rappelle, sur schooltv.com. À très vite.